Ravi de vous retrouver sur la 100.8, votre radio de proximité pour votre émission politique interface de tous les dimanches de 11 h à 12 h. Aujourd'hui, notre invité, nous allons justement lui laisser l'opportunité de se présenter aux auditrices et auditeurs de la radio Zig FM. Bonjour. Bonjour, Carlos. Présentez-vous justement aux auditrices et auditeurs de la radio Zig FM. Merci, je suis Dr Ibrahima Mendy, responsable politique de l'Alliance pour la République de Ziguinchor, en même temps directeur de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles au ministère de l'Agriculture, enseignant-chercheur de l'Université de Ziguinchor au département de mathématiques. Permettez-moi tout d'abord de dire bonjour à vos auditeurs, aux auditeurs de la radio Zig FM, la radio de Ziguinchor, dirais-je, la radio de toute la Casamance. Voilà, merci en tout cas d'avoir accepté à notre invitation, M. Mendy. Vous êtes politique, vous l'avez dit. Pouvez-vous revenir justement sur les motivations qui vous ont poussé à choisir justement d'aller avec le président Macky Sall, je veux dire l'Alliance pour la République? D'accord. D'abord, c'était important quand même cette question. Je la trouve très importante pour expliquer un peu à vos auditeurs, aux Ziguinchorois et aux Casamanciers, ce pourquoi j'ai décidé d'accompagner le président Macky Sall depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Comme vous le savez, moi je suis enseignant-chercheur de formation. J'étais donc enseignant à l'Université de Ziguinchor, comme je l'ai dit. Je n'étais pas là, j'étais sorti pour terminer mes études avant de revenir. Quand je suis revenu, un jour, j'étais dans mon bureau avec un collègue de Fatick qui s'appelle Djen Ngom. J'ai dit, Djen, je pense qu'il y a beaucoup de mouvements de grève au sein des universités. Moi, je crois qu'il est parfois important d'être là où les décisions se prennent. Donc moi, je décide de m'engager en politique. Parce que je veux décider aussi, je ne veux plus que les gens décident pour moi. Et c'est ainsi qu'on était en train de réfléchir, soit c'est réuni avec Idrissa Seck, ou bien la paire. On avait ce choix-là, mais pas le PDS, ni le PS. Donc, on s'est donné une semaine de réflexion, et puis de donner des propositions. Lui aussi, il était intéressé au départ. Donc, on est resté une semaine après, et on était dans notre bureau. Quand je suis venu, j'ai dit, tiens, moi, je pense qu'il faut qu'on milite au sein de la paire. Pour deux choses, j'ai constaté que depuis que Macky Sall a quitté l'autre Ablaouad, il n'est plus reparti vers lui. Il a gardé sa position, il était constant, c'est ce qu'il faisait. Contrairement à Idrissa Seck qui a fait des va-et-vient plusieurs fois. Donc je dis que moi, il ne m'inspire pas confiance. Je pense que pour moi, j'ai opté pour Macky Sall. Ensuite, j'ai dit que je ne veux pas d'intermédiaire. Nous, quand même, on est des intellectuels. Je pense que choisissons la meilleure façon de saisir Macky Sall. Il m'a dit, tiens, moi je suis de Fatick, je connais chez lui. Maintenant, on va faire deux choses. On écrit une lettre en double. La première, on va l'adresser à Macky Sall au niveau du siège de la paire à Dakar. Et l'autre, moi, je vais m'en charger, je déposerai ça chez lui au niveau de son vigile, au niveau du vigile de sa maison. Et c'est ce qu'on a fait. 2 semaines après, le président, il n'était pas encore président, mais il était président du parti. Il nous a appelé au téléphone. Il m'a appelé d'abord au téléphone. Et pour dire, oui, je suis très content de savoir que des jeunes universitaires s'intéressent à ce que je fais. Je vous propose une rencontre. Je dis, ok, moi je suis d'accord. Donc, mais par la suite, malheureusement, mon collègue Djen Ngom, il n'était plus intéressé. Je ne voulais pas entrer dans les détails sur pourquoi il n'était plus intéressé. Donc, il m'a dit que, lui, il préfère désister. Je dis, ok, moi, je suis allé à Dakar. Je me rappelle, je m'apprêtais à faire un voyage d'études en France. Et quand je suis arrivé, j'avais appelé là-bas, il m'a dit, tu viens tel jour. Je suis allé. Je me rappelle ce jour-là, il revenait du Gabon, parce que comme vous savez, le président Macky Sall avait fait le tour pratiquement du monde pour rencontrer les Sénégalais
nos compatriotes. Donc, et c'est là je suis allé au siège. Il m'a mis en contact avec l'IXAR. L'IXAR qu'on appelle professeur. Donc, il était connu dans le parti comme c'est lui qui fait souvent des interventions pour défendre les actions du président. Donc, j'avais trouvé là-bas l'IXAR, j'avais trouvé Mariam Badian, j'avais trouvé Mbaye Ndiaye, j'avais trouvé Ablaye Badji. Et quand je suis arrivé, le président est venu, Luc m'a annoncé, il m'a fait entrer. Mais il m'a dit, ben, comme tu viens de la Casamance, il faut qu'il y ait un témoin. Et il a appelé l'un des sages de la Casamance qui est originaire de Vélingara, M. Sandigi Balo, ancien ministre au temps du PS. Et c'est Sandigi qui était mon témoin. On a discuté, on a discuté long à large. Après, il a fait sortir la carte de membre de la paire. Il m'a conseillé, il m'a dit, va à Ziguinchor, il y a Bonasambou qui est là-bas, c'est lui qui a implanté le parti à Ziguinchor. Vous allez travailler avec lui. Mais comme nous, on est des scientifiques, parfois la politique, on a besoin un peu de temps pour s'adapter. Mais je sais que tu vas t'en sortir. Commence déjà à monter des bases. Et c'est comme ça que quand je suis arrivé, j'ai commencé à monter des comités. J'ai monté mon premier comité ici à Castor. J'ai monté des comités à Kenya. Ensuite, j'allais à Kadior. Il y avait certains de mes étudiants avec qui je travaillais ici, qui étaient dans mon comité ici, qui ont dit, ben, comme nous, on est de Kadior, on voulait monter un comité à Kadior. C'est comme ça que j'ai monté des comités à Kadior. J'ai rencontré des personnes très intéressantes là-bas, mûres politiquement, à la personne d'Didier Ndjoum, qui est très connu à Kadior, qui militait à la LD, je pense, si mes souvenirs sont bons, qui m'a introduit au niveau de la communauté Khalpular de Kadior. Donc aujourd'hui, Kadior, si vous allez là-bas, je suis très connu à Kadior. Je ne me suis pas arrêté à Kadior, j'ai monté d'autres comités jusqu'à Périzak, Kandé, etc. Ensuite, j'ai travaillé au sein de l'université. Je me rappelle, après mes cours, j'avais mes fiches pour inscrire les étudiants. C'est comme ça que j'ai attiré pas mal d'étudiants. Je peux me permettre de dire que c'est moi qui ai introduit la paire à l'université de Ziguinchor. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé. On a travaillé avec les Bonasambou jusqu'à... Bona, je l'ai rencontré à l'approche des présidentielles, puisque c'est lui qui gérait tout le parti ici. Il était venu, on avait tenu, je me rappelle bien, on avait tenu une réunion à chose, au Jachlem, chez la famille Djiba. C'est là-bas qui était au départ le siège de la paire. C'est là-bas qu'on tenait les réunions. Donc c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Très, très rapidement, il y a eu quand même une certaine sympathie, une certaine confiance entre nous. Et c'est comme ça qu'on a travaillé jusqu'à gagner. Au premier tour des élections, on est sorti deuxième, avec peu de moins. Je me rappelle, le parti nous avait envoyé 250 000. Nous autres, tout responsable, toute personne qui se disait responsable, a organisé des meetings au sein de son quartier. Moi, j'ai organisé sur mes propres fonds des meetings ici. J'ai fait le tour du quartier, Kenya, Castor, Nemad, Kadior. Je suis allé voir les gens. Donc et voilà, Dieu a fait qu'on a gagné des élections. Je tiens à rappeler quelque chose parce que souvent, on est allé jusqu'à un niveau où je sais... Parce que moi, je pense qu'on peut faire de la politique en ayant des ambitions. Mais nous autres, Casamassés, on a tellement vécu des tiraillements entre leaders que je ne pense pas que ça allait arriver. Parce qu'on a gagné le présidentiel, on a gagné les législatives, et malheureusement, on a perdu les locales. Et ça... Et vous dites que c'est parce que vous n'êtes pas entendu justement autour de l'essentiel, vous en tant que leader de... C'est ce que moi je pense. Parce qu'à un certain moment, certains parmi nous pensaient qu'ils maîtrisaient, eux seuls, ils maîtrisaient la situation à Ziguinchor, ce qui était faux. On ne pouvait pas gagner dans la division. On n'a pas tiré les expériences sur les acquis qu'on avait eus aux présidentielles et aux législatives.
Comment on a gagné les présidentielles? Parce que d'abord, au sein de la paire, on était unis. On parlait le même langage. Ensuite, au second tour, il y a la coalition Benno Bokk Yakaar. On était aussi soudés, on a bien travaillé, et on a gagné les législatives. Mais au niveau des locales, d'abord au sein de la paire, il n'y avait pas l'union. Il y avait plusieurs discours. Et les Ziguinchorois nous ont vomi. Moi, cette victoire, je ne le mets pas, je respecte mon grand frère et cousin Ablaye Baldé. J'avoue qu'on a de très bons rapports. Moi, j'ai pris la décision de dire que je ne vais jamais dire du mal de lui parce que ce n'est pas ça, moi, ma vision de la politique. Ma vision de la politique, c'est que nous autres, tous les cadres de Ziguinchor, de la Casamance, quel que soit le bord politique où on est, notre mission, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos parents. Donc, il ne sert à rien de se chamailler, de se insulter dessus. Chacun peut défendre ses idées, mais il faut les défendre de façon vraiment respectant les autres. Il ne sert à rien de s'insulter. Donc, je veux dire que cette défaite, c'est plutôt, nous sommes les premiers responsables. Parce que les Ziguinchorois n'ont pas compris. Ils ne nous ont pas compris. On tenait des discours différents dans les trucs. Je me rappelle, je donne une anecdote. On est allé dans une famille pendant la campagne et les gens nous ont dit carrément, mais vous, qui sera votre maire? Nous, on ne va pas vous élire, on ne va pas voter pour vous, et après, une fois à la mairie, vous allez vous chamailler là-bas. L'autre, il vient, il dit que c'est lui qui sera maire. D'autres viennent, ils disent que c'est eux qui sont maires. Vous venez de quitter ici, les autres viennent de partir. Donc, nous, on ne comprend pas. Donc, en gros, en résumé, si j'ai donné un tout petit peu comment j'ai adhéré à l'APR et comment on a pu travailler ensemble dans une équipe soudée où il y avait un leader, bien sûr, Bono Sambou, avec qui on a cheminé. Et on a eu à gagner ces élections-là. Et quand arrivant aux législatives, d'autres sont sortis de nulle part pour dire que c'est eux maintenant les leaders. Il y avait de confrontation, une certaine dualité qui a fait qu'on a échoué. Et je vais terminer par là en lançant un appel parce que je fais partie des responsables APR de Ziguinchor. Je me rappelle lorsque j'avais organisé mon meeting ici, dans mon quartier de rentrée, j'avais à Kenya, dans mon speech, j'avais demandé aux gens de s'unir. Si on veut gagner les locales, il faut absolument que cela soit fait dans l'union. Les gens ne m'ont pas écouté. Je lance encore cet appel pour dire que pour 2017, ou pour les élections à venir, il faut absolument que d'abord, au sein de l'APR, que les gens s'unissent et qu'il y ait un leader. Le leadership, ce n'est pas se lever un bon matin pour dire que je suis leader. Le leadership, ça se fabrique. Le leadership, c'est avec le temps. Et c'est incarné par Benoît Sambou. C'est incarné par Benoît Sambou. Tous les gens le savent. C'est pour cela, je veux dire les gens de faire très attention. Quand dans les médias, j'entends certains dire que Benoît Sambou n'est pas de Ziguinchor, Benoît Sambou ne connaît pas la Casamance, Benoît Sambou est vomi par les Ziguinchorois, je dis attention. Ceux qui suivent la politique au niveau local savent que, je ne le défends pas, mais j'essaie de relater un peu l'histoire, savent que Benoît n'est pas là à partir de la création de la paire. Benoît a eu quand même un vécu pour avoir été membre influent de Djefdjel. C'est lui qui a envoyé le Djefdjel ici. Et ensuite, quand vous dites dans l'imaginaire des habitants de la région, quand vous dites on Sambou n'est pas de la Casamance, je pense que ça pose problème. Donc il faut que les gens changent le discours. Ce n'est pas bon pour nous.
On a tellement vécu ces histoires que moi je considère comme des enfantillages, parce que il y a eu plein d'exemples. Hein. Il y a ici Robert Landing Sané, il y a d'autres, Émile Badiane et autres. Donc il faut qu'on dépasse cela et qu'on accepte la personne qui aujourd'hui, que Dieu a dit que c'est lui le leader. Il faut que tout le monde accepte d'aller avec lui et qu'on travaille chacun de par sa position, contribue à la réussite du parti. C'est comme ça que les gens vont nous respecter. Monsieur Mendy, ce débat, je pense qu'il semble être dépassé car on vous voit ensemble maintenant avec justement ces sensibilités qui faisaient, en tout cas, qui incarnaient un peu cette division que vous regrettez au niveau de votre formation politique. On vous a vu ensemble hier lors d'une cérémonie, vous avez été choisi pour accompagner la jeunesse. Est-ce que là, une nouvelle vision pour vous, justement, pour occuper le terrain à Ziguinchor? Bon, je l'espère. J'espère que, parce que moi j'ai toujours dit, il ne s'agit pas de dire que je suis avec Kals, pour le dire. Vous comprenez? Il faut que ça soit manifeste à travers des actes bien précis. Je leur crois aux mots. Maintenant, on verra au niveau des actes comment tout ça va se faire. Il y a eu plusieurs fois où des gens sont levés pour dire que c'est Bono qui est maintenant le leader. On est derrière lui. Mais je dis, c'est bien. Mais il faut continuer. Il faut faire plus que ce qu'on a dit. Maintenant, pour l'événement d'hier, ça contribue également à la massification du parti. Parce que la politique, c'est quoi? C'est du donnant-donnant. Vous comprenez? Nous, étant politiciens, une fois que tu occupes un certain niveau, il ne faut pas oublier les administrés. Les gens pour qui t'ont permis d'accéder là où tu es. Je veux dire que nous, aujourd'hui, que ce soit tous ceux qui ont eu des postes de responsabilité au niveau de l'administration, au niveau du gouvernement du Sénégal, on les a eu pratiquement après la victoire qu'on a eue au présidentiel et aux législatives. Mais qu'est-ce qui nous a permis de gagner? C'est les Ziguinchorois, c'est les Casamassés. Donc il est important pour moi, je vous dis pour moi, sincèrement, à chaque fois que je peux faire tout ce que j'ai, si je peux prendre un tiers, je prends un tiers, par exemple, pour vraiment répondre aux sollicitations des populations, je le ferai avec sans embâche, je le ferai. Parce que c'est ça la politique et on est dans une nouvelle dynamique de massification du parti, de redynamiser le parti. Vous voyez hier, tout le monde était là. Tous les gens de la paix étaient là. Il y avait une bonne mobilisation. C'est comme ça que nous allons continuer à gagner d'autres combats. C'est pas en restant. C'est à l'horizon justement de 2017 pour élire Macky Sall et lui donner un second mandat. Oui, ça, je suis persuadé que par rapport à tout ce que le président a fait en Casamance, c'est de notre devoir, vraiment un devoir pour nous, je peux dire même une obligation, de faire gagner le président de la République en Casamance. Quand je dis en Casamance, c'est Ziguinchor, c'est Sédhiou, c'est Kolda. Et que nous devons, nous autres leaders, nous devons travailler la main dans la main pour communiquer autour des actions que le président est en train de mettre en œuvre dans notre région. Peut-être on reviendra sur ça, c'est la question un peu communication sur les réalisations que le président a fait pour le moment. Mais c'est une obligation. Et je pense que les populations de Ziguinchor également, nous on a notre culture. Le Wolof dit Kula defal dara war nga ko yek. Et je sais que les gens ne vont pas décevoir, mais ça dépendra des hommes politiques comme nous. Quel est le discours que nous allons tenir envers ces populations pour encore les convaincre plus à adhérer à l'ambition du président de la République pour le développement de la Casamance.
de développement de la Casamance que vous prônez justement. Vous avez élevé la voix hier pour inviter les jeunes à s'approprier justement de la vision du chef de l'État, notamment en matière de politique de la jeunesse, des jeunes qui ont soulevé en tout cas leur courroux pour dire qu'ils sont en tout cas battus par le sous-emploi. Quel est le message que vous avez à leur lancer à nouveau, ces jeunes? Donc, pour la question des jeunes, d'abord, il faut être clair et net. La question de l'emploi des jeunes, ce n'est pas une question qui est propre seulement au Sénégal. C'est devenu même une question traitée dans le cadre de l'intégration africaine. Au niveau CEDEAO, au niveau UEMOA, tout le monde en parle. Maintenant, si je reviens au niveau local, le président a mis la question des jeunes au centre de ses préoccupations. C'est pour cela la majeure partie des actions, surtout dans le secteur de l'agriculture. Comme nous savons que pratiquement plus de 65% de la population s'active dans ce secteur. Donc, il est sûr que la majeure partie des emplois ne peuvent être créés que dans ce secteur. C'est la raison pour laquelle le président a mis en place des programmes importants. Comme par exemple, le programme de domaine communautaire agricole, dont le premier PRODAC de Sédhiou a fait ses preuves. Si vous allez là-bas, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent là-bas. Et qu'il ne s'agit pas de produire seulement, parce que l'idée des PRODAC, c'est l'aspect chaîne de valeur, c'est-à-dire de la production jusqu'à la commercialisation. Au niveau de Sédhiou, ça fait des preuves. Il y a le PRODAC qu'ils sont en train d'installer, qui a pratiquement fini, que le Premier ministre a inauguré tout récemment, dans le Kédougou à Itato. Mais si je reviens dans notre zone, dans la Casamance, le programme de domaine communautaire sera étendu dans tous les départements de Ziguinchor, de la Casamance naturelle. Donc, maintenant, la question, c'est d'informer les jeunes. Mais il faut que les jeunes aussi aillent vers l'information. Moi, c'est ce que je dis souvent aux jeunes. Mais quand vous entendez les gens parler de PRODAC, allez-y quand même. Ne serait-ce que sur le net. Aujourd'hui, avec Internet, on peut avoir toutes les informations et d'aller vers les informations. Je vais te donner une anecdote. Moi, en tant que directeur de l'analyse de la prévision et des statistiques agricoles, on m'avait recommandé des jeunes qui sont sortis de l'école de l'agriculture de Biona. Un groupe de jeunes. Des jeunes très ambitieux qui s'étaient regroupés en une petite GIE. Ils sont venus me voir. J'ai dit que moi, je ne peux pas vous donner de l'emploi. Cependant, je peux vous mettre en contact. En ce moment, le PRODAC était dans ses débuts. C'était au ministère de la Jeunesse. Le coordinateur des PRODAC, qui est Jean-Pierre Senghor, que je connais bien, était le directeur de cabinet de Bona Sambou Kambona, était au ministère de la Jeunesse. J'ai mis en relation ce GIE avec Jean-Pierre. Jean-Pierre a pris note. Lorsqu'il a mis en place le PRODAC de Sédhiou, c'est ces jeunes-là qu'il a appelés premièrement. Donc, je vous dis qu'il y a des actions qui sont là. Mais il faut que les jeunes aillent vers l'information. Nous aussi, dans des canaux comme ton émission, on leur donne l'information. Allez-y vers les PRODAC. Peut-être le coordinateur reviendra ici pour expliquer. Mais nous, dans notre logique, les PRODAC doivent être dans notre zone. Parce que quand on parle d'agriculture, la Casamance est la zone par excellence agricole où toutes les conditions pluviométriques, climatiques sont meilleures par rapport à d'autres régions. Donc ça, c'est sûr que le président en pense. Moi, j'avais même suggéré, on a une rencontre avec Jean-Pierre et quelques personnes, quelques investisseurs qui sont dans la région, notamment peut-être le CEPAS, essayer de voir, les Djemberin, comment vraiment le CEPAS, puisque déjà l'avantage, l'espace est là déjà, le gars a beaucoup d'hectares, comment faire en collaboration avec eux pour qu'on puisse
non seulement appuyer, mais insérer certains de nos jeunes pour qu'ils travaillent là-bas. Mais si je quitte les Prodac, il y a le projet d'appui à l'emploi des jeunes qui est financé par la BAD à hauteur de 18 milliards. Le PAPEJ. Sur ce projet, il y a une ligne de crédit sans garantie. Le PAPEJ a son antenne régionale ici, au niveau de l'ancienne mairie Grand Dakar. Et je sais que beaucoup de jeunes ont déposé des fiches classiques proposées, élaborées et proposées par le PAPEJ. D'après mes informations, normalement, ils sont dans la voie de financer les premiers jeunes. D'ailleurs, hier, j'avais invité le coordinateur du PAPEJ, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas s'il était, je ne peux pas dire qu'il n'était pas venu parce que je ne l'avais pas remarqué dans la foule, parce que c'était ça l'objet, pour que ce type de questions comme la question d'hier, qu'on puisse dire, ben voilà le coordinateur, allez-y là-bas. Mais je profite de votre antenne pour dire à tous les jeunes Ziguinchorois d'aller vers ces projets-là. L'autre aspect, c'est quoi? Je l'ai dit dans une autre émission. Il faut que nous autres jeunes Casamassiens soyons entreprenants. Nous avons tout chez nous. Avant de devenir jeune, je demande à tous les cadres Casamassiens. Parce qu'on on a beaucoup de Casamassiens qui ont des ressources financières. Mais ils préfèrent aller investir ailleurs que d'investir ici. Je pense que ici, c'est chez nous. Quelle que soit la situation, je me sens bien chez moi. Moi, quand je viens à Ziguinchor, je vais dans le Oussouy, dans le village natal de ma maman, à Kenyout. Je me sens très bien là-bas parce que c'est chez moi. Je n'ai peur de rien, c'est chez moi. Donc, je suis prêt, avec les moyens, d'investir là. Quand ces gens-là, on parle aujourd'hui de la question du tourisme, mais quand on regarde de près, ceux qui investissent le plus sur le tourisme, ce n'est pas des personnes de chez nous. Je ne sais pas d'être truc. Mais si c'est nous-mêmes qui avons investi, nous avons une meilleure compréhension des problèmes des habitants, nos habitants. Et il n'y a pas plus de... Nous n'allons pas avoir peur de la situation qui prévaut dans la région. Et l'autre aspect, j'ose croire qu'avec toutes les mesures importantes que le président a prises dans le cadre du tourisme pour sauver ce secteur dans la région, je lance un appel à tous nos cadres qui sont ici au Sénégal, qui ont les moyens financiers ou qui sont hors du Sénégal. J'en ai rencontré plein à Paris qui ont les moyens, qui vont revenir, de vraiment s'investir dans ce secteur parce que ça fait partie des secteurs les plus dynamiques, au même titre que l'agriculture, qui peuvent relancer l'économie de la région, l'économie de toute la Casamance entière. Je lance un appel aux jeunes de dire, d'oser. Il y a des gens qui sont partis de rien pour devenir des milliardaires. Aujourd'hui, l'Internet, avec peu de moyens, on peut se lancer dans l'Internet. Il faut avoir des idées. Et l'Internet, demain, c'est l'avenir de demain. Tout ce qu'on utilise de façon physique aujourd'hui, demain, ça a commencé déjà à basculer sur le net. Donc, je lance un appel à tous les Ziguinchorois, à toute la jeunesse de la Casamance, de s'intéresser de près à ce qui se fait sur le net. D'essayer de réfléchir à ce qu'ils peuvent entreprendre à travers Internet. Mais il y a le secteur de l'agriculture. Nous avons tout ici. Il faut que les gens essaient de réfléchir de comment entreprendre dans ce secteur. Il y a aujourd'hui le Kadiou, où il y a beaucoup de milliards qui circulent. C'est sûr que la noix de cajou, la filière, forcément, ça sera vraiment organisé. Et je lance un appel aux jeunes d'y aller. Parce que dans tous les cas, il faut qu'on soit clair. Dans tous les cas, l'État du Sénégal, n'importe quel État, ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. Il y a d'autres qui sont dans le privé. L'État va créer les conditions pour leur permettre de s'installer.
Et d'autres seront dans l'administration, d'autres seront dans d'autres créneaux. Mais je lance un appel à tout le monde, à tous les Casamanciers, à tous les jeunes de la Casamance. Il ne faut pas avoir peur parce que parfois il y a des aspects culturels. Je me rappelle quand j'étais au village, quand j'emprunte de l'argent à Kals, même si je sais que je vais payer, mais j'ai honte que les gens sachent que Kals m'a emprunté de l'argent. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur avec un projet bien déterminé, bien ficelé, dont on sait que vraiment, il est intéressant, on peut gagner de l'argent avec ça. Le Casamance a peur d'aller à la banque pour emprunter de l'argent pour travailler sur son projet. Ceux qui doivent savoir, la banque, c'est notre argent qui est là-bas. Et la banque, les banquiers, s'ils savent que ton projet peut aboutir à quelque chose d'intéressant, eux, ils vont gagner dessus, ils vont te prêter de l'argent. Donc, en gros, c'est ce que je voulais dire sur la question de l'emploi et dire que cette question est en tête des préoccupations, la vision de développement économique et social du président de la République, qui est le plan Sénégal émergent. Voilà, je rappelle que vous suivez Interface, notre invité, le docteur Ibrahima Mendy, un grand responsable politique apériste ici à Ziguinchor. Monsieur Mendy, l'autre question, est-ce que vous êtes sûr que les élections présidentielles vont se tenir justement à date ici, c'est-à-dire en 2017, comme promis par le président de la République, qui envisage de, en tout cas, réduire son mandat de 7 à 5 ans? Merci pour cette question, Kals. Là, ça corrobore un peu, ça rejoint la question de la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans, comme le président de la République l'avait souhaité avant entre les deux tours. Mais ce que je veux dire par rapport à cette question, moi, j'ai intervenu sur cette question, j'ai donné ma position par rapport à cette question, mais dès l'instant que le président du parti, le président de la République lui-même, qui avait pris l'engagement de réduire de 7 à 5 ans, a décidé maintenant qu'on n'en parle plus parce que ce n'est pas le moment. Le moment venu, en 2016, on va en parler. D'ailleurs, même lui, il a pris un engagement, un souhait, je peux dire. Maintenant, la faisabilité, ce n'est pas à lui de décider sur ça. La faisabilité, il y a des instances, il y a des organes, il y a des services qui sont chargés de se prononcer sur la faisabilité. Et que si c'était faisable, lui, il n'allait pas revenir en arrière. Donc, on attend le moment venu pour vraiment revenir sur cette question. Mais pour l'instant, on est au travail, on est dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent au niveau de la Casamance et dans tout le Sénégal. Donc c'est ça pour le moment notre préoccupation. Au moment venu, je pense que je pourrais redonner ma position parce que j'avoue que j'avais donné clairement ma position, mais je ne veux pas revenir à ça. Je respecte le parti, la directive du parti, je respecte ce que le président de la République a dit, et puis bon, au moment venu, on en parlera. L'autre question, c'est celle-là qui défraie aujourd'hui la chronique, c'est par rapport à l'envoi de soldats sénégalais pour soutenir l'Arabie Saoudite qui est en conflit avec le Yémen. Quelle est votre position par rapport à ça? Bon, ça, je veux être clair là-dessus. Je pense que les gens ou les politiciens qui s'activent autour de cette question, qui attaquent le président de la République, si vous constatez bien, c'est des politiciens en perte de vitesse. C'est des politiciens à perte d'image. C'est des politiciens qui, à chaque fois que le président de la République pose un acte, c'est vrai, c'est leur rôle de s'opposer, qui cherchent à se faire entendre, qui cherchent à tromper les Sénégalais. Parce que, pourquoi je dis cela? Qui connaît les relations entre l'Arabie Saoudite et le Sénégal, c'est pertinemment que si les autorités saoudiennes, en l'occurrence le roi, demandent de l'aide au Sénégal,
quel que soit le président, je ne pense pas que nous allons refuser. On est amis pour le meilleur et le pire. C'est ça l'amitié. Et comme l'Arabie Saoudite est un partenaire, est un ami très important de longue date, nous avons des relations très fortes qui datent de très longtemps. Je pense que pour moi, et la majorité des Sénégalais, si j'ose dire tous les Sénégalais, soutiennent cette décision. Et qu'il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que le Sénégal soutienne l'Arabie Saoudite militairement. Donc, il faut que les gens arrêtent d'utiliser cette question pour se faire voir pour des questions politiciennes. Je pense que quand l'armée du Sénégal s'engage, il faut qu'il y ait un consensus. Il faut que vraiment tout le monde parle le même langage, qu'on aille dans la même direction pour prier pour nos djambars. Nous savons que le Sénégal est devenu célèbre à travers ses présidents, mais aussi à travers notre armée, qui a une bonne expérience d'intervention au niveau international. Ce que je peux répondre à certaines personnes qui parlent d'informer, de faire ceci, les questions militaires, ça reste toujours dans les secrets de Dieu. On n'étale pas les aspects militaires à la place publique. Le président, ici, c'est lui le chef suprême de l'armée. Il sait pourquoi il doit envoyer l'armée en Arabie Saoudite. Il a pris le temps d'aller à l'Assemblée nationale pour expliquer les gens. Là aussi, quand on est des intellectuels, je suppose qu'à l'Assemblée est composée d'intellectuels également, un débat est toujours intellectuel. Tout ce que moi je dis, toi tu peux ne pas croire, tu peux avoir une autre vision. C'est ça aussi la démocratie. La démocratie, c'est le débat. Mais de grâce, je demande aux Sénégalais, maintenant, là où nous sommes, de prier pour nos djambars. Et je sais qu'ils reviendront tous sains et saufs, connaissant leur professionnalisme. C'est ce que je voulais dire par rapport à cette question. L'autre question, Ibrahim Mendy, qui a également défrayé la chronique les jours derniers, c'est en tout cas la crise scolaire qui a secoué l'éducation au niveau du Sénégal, une crise qui est en phase justement d'être derrière nous, car les syndicats ont fini par lever le mot d'ordre de grève. Mais quelle appréciation avez-vous à faire justement de ce bras de fer entre syndicalistes et l'État du Sénégal? Je pense que la question de la crise scolaire, elle ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je me rappelle bien quand elle a commencé déjà, parce que moi qui te parle, j'ai perdu une année blanche. Je fais l'année blanche quand j'étais à Tignabo ici. Donc, ensuite, mais la situation s'est détériorée. Il faut le dire, il faut le dire, parce que moi aussi je suis enseignant. La situation s'est détériorée avec l'avènement du président Abdoulaye Wade. Qu'est-ce qui s'est passé? Abdoulaye Wade a détruit les fondamentaux de notre éducation. L'éducation sénégalaise était une référence. Les Sénégalais étaient enviés de partout. Moi, j'en sais quelque chose. Si vous êtes à l'extérieur, vous postulez avec d'autres personnes à diplôme égal, ta nationalité de Sénégalais te permet de gagner le poste. Mais pourquoi je dis que Abdoulaye Wade a détruit le système? D'abord, il a construit des écoles un peu partout, ce qui est bon. Même si je sais que ce n'est pas les murs qui font la qualité de l'enseignement. La qualité de l'enseignement, c'est les enseignants. Qu'est-ce qu'on a constaté? Des gens prenaient des enseignants un peu partout.
Même les enseignants avaient décrié cela. Et ça, je suis d'accord avec eux. Il y a des gens qui étaient dans des marchés, qui faisaient du commerce, on le sait, qui étaient devenus enseignants. On allait enseigner parce qu'on n'avait rien à faire, il faut aller enseigner. Je me rappelle, les gens disaient que, ouais, yo, comme si l'enseignant, c'était que bon, rien. On est allé jusqu'à supprimer ce qui est le plus cher pour transformer en faculté, ce que moi je suis tout à fait contre, l'école normale supérieure. L'école normale supérieure, c'était la crème des enseignants qui sortaient là-bas. On a arrêté de former les enseignants. On a recruté en masse des vacataires, des volontaires. Et ça date de 92, mais ça s'est amplifié avec l'avènement d'Ablaye Wade. On a tenu des engagements jamais respectés. Il y a eu la floraison des syndicats. Tout cela réuni a créé ce qu'on appelle un cocktail Molotov qu'il fallait régler. On est arrivé avec l'avènement du président. Le président a trouvé ici des engagements. Mais aussi, il faut que nous autres, on est des enseignants. Je ne peux pas, je suis vraiment très mal placé pour répondre à cette question, mais je donne mon idée d'intellectuel. Donc, le président a décidé de régler certains aspects. Vous comprenez? Parce que je pense que lui-même, il sait que le développement de ce pays ne se passera que par les enseignants. Mais aussi, il faut que, quand on revendique quelque chose, les revendications, c'est comme ça. On prend un peu, on lâche là, on prend là. C'est ça les négociations. Bien vrai que je ne suis pas syndicaliste, mais je sais que les négociations, c'est comme ça. On lâche ici, on prend ici, et puis on accepte. On n'a jamais vu des revendications vraiment satisfaites à 100%. Donc, je sais que tout a été réglé. La question tournait autour des indemnités. Des indemnités de logement. Je suis d'accord avec les enseignants que l'indemnité, c'est important parce que c'est un intrant pédagogique. Étant enseignant, moi aussi, je le sais. Mais aussi, je pense qu'il était plus responsable d'aller étape par étape. D'autant plus que le gouvernement a dit, selon le budget qui est là, rien n'a été prévu, attendons. Parce qu'aujourd'hui, un budget aussi, c'est une prévision. Si on dit oui, on fait, et qu'au bout de quelques mois, vous n'avez pas ressenti ça, les choses vont recommencer, ça grave encore. Donc c'est pour cela il fallait négocier. Heureusement, tout s'est bien passé. Donc je tire le chapeau au Premier ministre, mais aussi à ma marraine, ministre de la fonction publique, Madame Viviane Bampassi, qui a fait une montée fulgurante dans ce dossier, qui a pu gérer ce dossier, mais ça ne m'étonne pas parce que c'est une femme de valeur. C'est une femme de valeur. Donc, c'est ce que j'avoue que je suis vraiment très, très, très mal placé pour répondre à cette question, mais je pense que le nœud du problème, c'est ça, c'était ça. On est aujourd'hui combien d'enseignants? Combien d'enseignants? C'est beaucoup. D'autres disent que oui, le président a augmenté là et puis il ne s'est pas occupé des enseignants. Mais les enseignants, si l'effectif est tellement élevé, quelle que soit l'action que tu vas mener, c'est des milliards. Donc ça demande quand même une certaine réflexion et mon souhait que le système éducatif sénégalais retrouve son liste d'antan. Parce que c'était une référence. Nous sommes encore là. Hein. Je ne dis pas que c'est mauvais. Hein. Parce que quand on prend, si je prends par exemple le supérieur, aujourd'hui, au niveau CAMES, le Sénégal, c'est la référence. Et puis aussi, si je prends le secondaire et autres, il y a encore de bons enseignants. Il y a encore de bons enseignants. Maintenant, il faut toute cette masse que Ablaye avait pris en son temps, je pense qu'il faut aller dans le sens de les former. C'est vrai que je sais que le président veut vraiment titulariser tous ces gens-là. C'est une bonne chose. Ça leur permet maintenant de se former et d'y aller. Donc, je souhaite que le système revienne
au niveau où c'était. Donc, nous sommes tous intelligents. Les Sénégalais, par excellence, est intelligent. Et je pense que dans des réunions, dans des concertations, en mettant en avant la situation aussi économique de ce pays. Parce qu'on le sait tous, le Sénégal n'est pas au niveau économique de la France ou des États-Unis ou d'autres. Même en France, la question des enseignants est posée là-bas. Donc voilà, mais discutons, nous, notre force, c'est le dialogue. Le Sénégalais a toujours dialogué. Ne pensez-vous pas que le gouvernement a tardé à dialoguer avec les enseignants? Bon, ça c'est... Bon, tout compte fait, je ne veux pas revenir sur ça. Le plus important, la question on a trouvé une porte de sortie, c'est ça l'essentiel. C'est trop tard ou pas, ce qui est important. Maintenant, puisqu'on a trouvé une porte de sortie, il faut que les uns et les autres puissent trouver les moyens de pouvoir vraiment terminer l'année en beauté et que nos frères et sœurs puissent passer leurs examens avec succès. C'est ça le plus important. Moussé Mendy, je rappelle que vous êtes notre invité aujourd'hui dans votre émission Interface, auditrices et auditeurs. Abbas Aronachoy s'occupe de la technique de l'autre côté de la baie vitrée. Ibrahim Mendy, docteur, vous êtes responsable politique apériste au niveau de la région de Ziguinchor. Vous avez tantôt évoqué justement l'engagement du président Macky Sall à en tout cas tout mettre en œuvre pour l'émergence de la Casamance et vous avez cité quelques réalisations du président en Casamance. Pouvez-vous revenir sur ces réalisations et nous parler justement de votre engagement apériste et comme dans la mouvance Benno Bokk Yakaar pour la réélection du président de la République? Ok, merci. Je pense d'abord, je vais proposer qu'on parle d'abord des réalisations et puis on reviendra sur l'aspect politique de Benno Bokk Yakaar. Pour les réalisations, je pense que les Casamancés, comme moi, tous les Casamancés ont vécu ou bien ont remarqué la grande ambition que le président de la République, le président Macky Sall, a pour la Casamance à travers le plan Sénégal émergent qui a commencé à voir des résultats concrets dans cette région, dans pratiquement tous les secteurs majeurs qui doivent contribuer au développement économique et social de la région de la Casamance. Si je prends l'agriculture, on l'a dit tantôt, le programme des domaines communautaires agricoles, dont sa phase pilote se fait à Sédhiou avec le domaine de CFA, qui a fait des résultats exceptionnels, qui a engagé, ou en termes d'emploi, mais en termes de production. Ensuite, il y a la mise en œuvre effective dans la région du projet d'appui à l'emploi des jeunes et des femmes, le PAPEJ, qui est d'un coût de 18 milliards. Je l'avais dit tout à l'heure, il y a une ligne de crédit sans garantie pour les jeunes. Il faut que les jeunes se rapprochent de la coordination pour avoir les informations et pour travailler soit dans tous les domaines, dans tous les secteurs agricoles. Mais on ne s'est pas arrêté là. Nous avons le projet Pôle Développement Casamance, l'État du Sénégal, qui est en train d'être mis en place ici avec à peu près plus de 23 milliards de financement, rien que pour la Casamance, qui va s'occuper des aspects agricoles, des aspects reconstitution ou réhabilitation de pistes rurales, des aspects commercialisation des produits horticoles, mais aussi de notre produit agricole phare, le riz. Donc, le président a pensé à ça. L'autre aspect, dans la programmation, dans le programme d'autosuffisance en riz, aucun président, aucune autorité n'a jamais fait un clin d'œil à la Casamance de la façon dont le président l'a fait. Il a dit, d'habitude les gens disaient que pour s'autosuffire en riz, on confère la vallée et Anambé 80%. Il dit non, ça c'est révolu. Parce qu'en Casamance, il y a beaucoup de bas-fonds. Normalement, les bas-fonds de la Casamance seulement pouvaient autosuffire tout le Sénégal entier. Donc, j'attribue
la contribution, je relève la contribution de la Casamance à 40%. 40%, et je vais mettre les moyens. On va réhabiliter tous les bas-fonds, on va regarder le matériel agricole adapté au sol de la Casamance qu'on va mettre à la disposition des Casamanciens. On va donner les semences de riz gratuitement. Ça a commencé l'année dernière. Et cette année, ça va se poursuivre. Mais une mesure importante dans le secteur de l'agriculture, c'est ce que les Casamanciens ont toujours demandé. On a dit, mais tiens, au nord, dans la vallée, il y a la SAED qui est une mastodonte, qui est un puissant outil, qui est en train de bien organiser les producteurs dans la vallée. Mais nous voudrons que la Sodagri arrive à ce niveau. Nous voudrons que la Sodagri ne s'arrête pas seulement dans l'Anambé, la Velengara et un peu Kolda. Nous voulons que la Sodagri couvre toute la Casamance naturelle jusqu'à une partie de Tamba, Kédougou, etc. Le président a dit, ok, je suis d'accord. Et je sais que le décret qui doit régir tout ça est dans le circuit. La Sodagri sera aussi forte que la SAED pour pouvoir prendre en compte les préoccupations des agriculteurs de la Casamance tout entière, y compris Tamba, etc. Donc ça aussi, c'est des actions très, très, très importantes dans le secteur de l'agriculture. Je ne m'arrête pas là parce que le fait je reviendrai là-dessus dans le cadre des transports, mais le désenclavement va jouer un rôle important dans l'écoulement de la production agricole. Et il y a d'abord le bateau Djogé, qui a été déjà mis, dont les gens ne parlent moins, mais qui doit jouer un rôle très important dans le cas du fret. Tout ce qu'on produit, il faut qu'on parvienne à l'écouler ailleurs, mais il y a les deux bateaux, Aguena Djambon et le bateau qui était là. Donc tout ça, ça va contribuer normalement à développer l'agriculture. Si je reviens au niveau de l'électrification rurale, tout récemment, le président a inauguré l'extension de Boutout, de la centrale de Boutout. On a tous remarqué qu'on a moins de coupures dans la zone de la Casamance. Et cette extension, normalement, doit alimenter Kolda également. Mais on ne s'est pas arrêté, le président ne s'est pas arrêté là. Il a dit qu'il faut qu'on relève le taux d'électrification en Casamance, qui est encore faible. Dans ce cas, il a prévu de mettre en place un programme de 8 milliards qui a commencé. Dans mon village de Diakenolof là-bas, les gens ont commencé à creuser les trous pour mettre les poteaux. Il y aura au total 466 villages qui seront électrifiés dans la Casamance entière. Et parmi ces 466, il y a 250 qui seront raccordés directement au réseau électrique et le reste, c'est à travers l'énergie solaire. On me dira que les entrepreneurs tardent. Mais je rappelle que tout récemment, lors du Conseil des ministres, le président a demandé qu'on lui fasse l'état des lieux de toutes ces entreprises qui sont dans la zone en train d'installer c'est à la raison pour laquelle, quand vous allez dans la plupart des villages aujourd'hui, il y a des travaux qui sont en train d'être faits, autant pour moi. Donc, ça c'est important. Mais l'autre aspect important, c'est que par rapport à ces mesures importantes, le président est en train de rendre Ziguinchor comme un hub sanitaire. De quoi il s'agit? L'hôpital de la paix a été inauguré tout récemment par le président de la République, équipé par du matériel de haut niveau. Il y a des spécialités qui n'existaient pas à Ziguinchor, mais aujourd'hui, ça se fait au niveau de l'hôpital de la paix. Le président a inauguré le centre de dialyse de l'hôpital régional. Il a changé le scanner qui posait problème. Il a mis à notre disposition un scanner d'une valeur à peu près de 400 millions. Rien que pour rendre Ziguinchor comme un hub sanitaire. Toutes ces actions vont contribuer au relèvement du plateau technique de Ziguinchor. On n'a pas besoin pour certaines choses d'aller à Dakar ou d'aller je ne sais où, mais normalement, tout maintenant toute la Casamance, y compris la Guinée-Bissau, la Gambie, doit converger vers Ziguinchor. Ça, c'est des actions importantes qu'il faut relever. Si je viens au niveau du transport, je me réjouis aujourd'hui ici, à Ziguinchor, on peut se déplacer dans tous les quartiers de Ziguinchor moyennant 100 francs. Le président a mis
à travers certains GIE, des bus pour assurer le déplacement des Ziguinchorois. Ça, il faut le saluer. Mais ce n'est pas arrêté là. On sait que pratiquement toutes les routes de Ziguinchor ont été réhabilitées par la GEROUTE, qui est du gouvernement. Vous me permettrez là aussi d'insister que ces routes ont été réhabilitées sous le programme du gouvernement du Sénégal, du président Macky Sall, à travers le bras technique qui est la GEROUTE. Ce n'est pas des travaux de quelques personnes que ce soit, c'est des travaux de l'État du Sénégal. Ensuite, le président a dit, la Casamance est désenclavée. Je suis conscient de ce fait. Je vais essayer de désenclaver la Casamance. Comment faisant? Si l'aspect routier, certains ponts, au total, 8 ponts seront réhabilités. Dont le pont de Ziguinchor, le pont de Katakalous, le pont de Djaken, etc., etc. Mais aussi, les Ziguinchorois, les Casamassés avaient beaucoup de problèmes en se rendant à Ziguinchor par la route. Le président a négocié avec Yaya Diamé pour vraiment construire le pont de Farafenni. Les financements sont là, mais également réhabiliter le tronçon. Oui, ça c'est important, le tronçon Nioro-Caraïbes. Tout Casamassé connaît bien ce tronçon. Il réhabilite le tronçon Nioro-Caraïbes. Les financements sont là, les travaux ont commencé, y compris également là où les Casamassés avaient des problèmes, c'est Fatick-Kaolack. Tout ça a été fait. Ça doit être fait. Les financements ont été trouvés. Si l'aspect maritime, donc il y a les bateaux Agen et Djambon qu'on a réceptionnés. Mais bien avant Agen et Djambon, on avait réceptionné ici le bateau Djogé qui va se charger du fret. Mais il dit, je comprends les problèmes des Casamassés. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, au lieu de payer 10 000 francs pour se rendre à Ziguinchor, moi je subventionne le billet à hauteur de 50%. Cela veut dire qu'au lieu de payer 10 000 francs, vous payez 5 000 francs pour aller à Ziguinchor. Vous imaginez l'impact que ça va faire au niveau des Ziguinchor? C'est un impact important. On peut aller tranquillement à Dakar et revenir. Donc ça, c'est vraiment important. C'est des actions très importantes dans le cadre de la commercialisation des produits agricoles. OK? Donc, ça va jouer un rôle vraiment important, cet aspect. Mais l'autre secteur important, autant que l'agriculture, où la Casamance a été remarquée de partout dans le monde entier, c'est le tourisme. Le président dit, je sais que le tourisme en Casamance est un abîme. Et puis, il n'est pas responsable de ce fait. C'est ce qui était là avant. C'est ce qui était là avant. Tous les hôtels Nema Kadior et l'hôtel Savannah de Cap Skirring, c'est des gens qui ont acheté et puis ils ont fermé. Ça, on le sait. Le président dit, j'ouvre la porte à tous les investisseurs. Tout investisseur qui décide de s'installer en Casamance dans le secteur agricole, dans le secteur touristique, j'exonore les taxes pendant 10 ans. Et ça, je veux informer que la loi est passée au Conseil des ministres. Y compris la réduction des taxes sur les billets d'avion. Tout ça est passé au Conseil des ministres. Ils considèrent la Casamance comme zone spéciale prioritaire touristique. Ça, c'est important. C'est des axes importants ce que le président a fait. Plus maintenant, combien de fois le président est passé ici à Ziguinchor pour s'enquérir des préoccupations des autres, des populations? Combien de fois? Quel est le président qui l'a fait? Je ne vois pas. Il a prévu dans les jours ou dans les mois à venir le forum avec les investisseurs en Casamance. Il va venir ici tenir un forum économique avec les investisseurs pour voir comment vraiment mettre tout ça, investir en Casamance, pour relever le niveau de vie des populations. Donc je pense qu'un président qui a fait tout ça, un gouvernement qui a fait tout ça pour la Casamance,
Nous avons le devoir, nous autres, responsables politiques, même si on n'est pas de l'APR, d'avoir le courage au moins de s'approprier ces actions. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à la jeunesse de Ziguinchor hier, en particulier à la jeunesse de Castor, de s'approprier de l'ambition du président de la République de développer la Casamance. Monsieur Mendy, nous avons été rattrapés par le temps. Votre dernier mot, justement. Bon, merci Kals pour l'invitation. Je pense que des journalistes jeunes comme vous méritent d'être soutenus. Parce que nous autres politiciens, vous nous donnez l'occasion, je suis jeune, vous nous donnez l'occasion de dire, de nous faire connaître. C'est important, parce que la politique aussi, il faut se faire connaître. Il faut expliquer les actions menées au sein de votre parti, les actions que le président est en train de mettre en œuvre en Casamance. Il ne faut pas s'arrêter de communiquer autour des actions. Et là, vous m'avez donné l'occasion aussi d'en parler. Je devais peut-être pas normalement parler par rapport à Benno Bokk Yakaar. Si vous me permettez un petit mot. Oui, par rapport à cette question, moi j'ai ma position. Le président, jusqu'à la preuve du contraire, considère Benno Bokk Yakaar comme la coalition qui l'accompagne. Maintenant, je veux dire un mot aux membres de Benno Bokk Yakaar qui s'agitent. Il faut respecter sa position. Quand vous êtes ensemble avec quelqu'un, il faut vous respecter. Je ne peux pas accepter que vous mangez dans le même bol, le même riz, la même sauce, et demain vous vous levez pour dire, critiquer ce riz-là que vous avez mangé. Toute personne qui pense qu'il ne sera pas, ou tout parti qui pense qu'il ne sera pas comptable du bilan de cette gestion pendant qu'ils sont dans ce gouvernement, se détrompe. Les Sénégalais sont assez intelligents pour faire la part des choses, pour savoir qui a fait quoi, qui est responsable de quoi dans tout ça. Donc, je demande, comme le président